J'ai surpris mon mari avec ses mains enfouies dans la robe de mariée de la femme de mon frère. 4 heures après qu'elle a promis de l'aimer pour le reste de sa vie. La musique jouait encore dehors dans la cour du vignoble. Ce jazz doux et cher que les gens louent quand ils veulent qu'un mariage paraisse plus chic que leur famille ne l'est vraiment. Les verres trinquaient sous les guirlandes lumineuses. Ma mère pleurait des larmes de joie à côté de la tour de champagne. Mon frère Ethan était quelque part près de la piste de danse, souriant comme si le monde lui avait enfin accordé une chose douce. Et j'étais debout dans l'embrasure de la porte de la suite nuptiale du domaine de Blackwood dans la vallée de Napa, regardant mon mari Mark reculer de Vanessa, la femme qui venait de devenir ma belle-sœur. Pendant une seconde, aucun de nous n'a bougé. Le voile de Vanessa était de travers. Son rouge à lèvres était étalé. Ses mains tremblaient alors qu'elle remettait le corsage de sa robe en place. La même robe en dentelle que je l'avais aidée à choisir 3 mois plus tôt. Pendant qu'elle tenait ma main et me disait, « Claire, je n'ai jamais eu de sœur. J'ai l'impression que Dieu m'en a donné une. » Dieu n'avait rien à voir là-dedans. Le visage de Mark n'était pas plein de culpabilité. C'est la partie qui a changé quelque chose en moi pour toujours. Il avait l'air irrité, comme si j'étais entré trop tôt. Comme si j'avais ruiné le chronométrage d'un plan qu'il avait déjà jugé raisonnable. « Claire, a-t-il dit en levant les 2 mains. Tu dois te calmer. » J'ai ri, mais le son est sorti brisé. Me calmer. Vanessa a commencé à pleurer. Pas le genre de jolis pleurs qu'elle avait eu pendant les vœux. C'étaient des pleurs paniqués, laids, de personnes prises au piège. « Ce n'est pas ce que tu penses, » a-t-elle murmuré. J'ai fixé sa robe blanche, puis l'alliance de mon mari. Puis le petit cintre argenté Madame Whitman sur la porte du placard qui tenait encore sa robe de réception. Mon mari est dans la suite nuptiale avec la femme de mon frère la nuit de ses noces, ai-je dit. Dis-moi quelle partie je comprends mal. Mark s'est avancé vers moi. Ne fais pas de scène. Cette phrase m'a frappé plus fort que la liaison. Pas je suis désolé. Pas je t'ai blessé. Pas même j'ai fait une erreur. Ne fais pas de scène. Comme si la scène était de ma faute. Comme si la trahison n'avait aucune forme jusqu'à ce que je lui donne une voix. Derrière moi, la porte du couloir s'est ouverte. Ethan est apparu, son nœud papillon desserré et un verre de bourbon à moitié vide à la main. Il était venu chercher sa mariée. Son sourire est mort avant qu'il ne franchisse le seuil. Il a regardé Mark, puis Vanessa, puis moi. J'ai regardé mon petit frère comprendre que son nouveau mariage avait pris fin avant que le gâteau ne soit coupé. Depuis combien de temps, a-t-il demandé. Sa voix était calme, mais je connaissais Ethan depuis 29 ans. Le calme était dangereux. Vanessa a secoué la tête. Ethan, s'il te plaît. Depuis combien de temps? Mark a détourné le regard. C'était la réponse. Ethan a fait un pas à l'intérieur de la pièce. Je me suis tenu devant 180 personnes aujourd'hui et j'ai promis de te protéger. Tu m'as regardé dans les yeux et tu as dit que tu m'avais choisi. Pensais-tu à lui à ce moment-là? Vanessa a couvert sa bouche. Je me suis souvenu de tout d'un coup. Les appels que Mark terminait quand j'entrais dans notre cuisine. Les dîners tardifs avec des clients qui le faisaient rentrer à la maison avec une odeur de parfum à la vanille. L'intérêt soudain qu'il portait au budget du mariage d'Ethan. La liste d'invités d'Ethan. Les plans de lune de miel d'Ethan. Vanessa disparaissant lors des brunchs familiaux et revenant avec les joues roses. La façon dont ma meilleure amie Megan m'avait demandé cet après-midi-là. Est-ce que tout va bien avec Mark? Et j'avais répondu oui, car lui faire confiance semblait moins humiliant que de vérifier. Les gens ont commencé à se rassembler dans le couloir. Un cousin, l'un des garçons d'honneur d'Ethan, la demoiselle d'honneur de Vanessa. Puis d'autres invités tenant des flûtes à champagne et des téléphones à moitié cachés contre leur veste. Pas d'enregistrement, ai-je dit, mais ma voix était faible. Mark a retrouvé sa confiance. Les hommes comme lui le font toujours quand des témoins arrivent. Tout le monde a trop bu, a-t-il dit en lissant sa veste. C'est embarrassant, mais c'est un malentendu privé. Privé, ai-je dit. Vous chuchotiez de me quitter.
Ses yeux se sont posés sur les miens. J'ai continué parce que quelque chose en moi avait déjà brûlé. Je t'ai entendu lui dire que tu ne m'aimais plus. Je t'ai entendu dire qu'après ce soir, vous pourriez enfin recommencer à zéro ensemble. Ethan a fermé les yeux. Vanessa a tendu la main vers lui. Il a reculé comme si sa main était du feu. Tu m'as épousé pour pouvoir te rapprocher de ma famille, a-t-il dit. Non, a-t-elle sangloté. Je tenais à toi. Mais tu aimais le mari de ma sœur. Le couloir s'est rempli de murmures. Ma mère Diane s'est frayé un chemin à travers la foule. Sa robe argentée s'accrochant à la chaise de quelqu'un. Que s'est-il passé? Personne n'a répondu. Elle a vu Vanessa. Elle a vu Marc. Elle a vu mon visage. Ma mère s'est accrochée au cadre de la porte comme si le sol s'était incliné. Puis nous avons entendu le son aigu du métal contre le verre. Une fois, 2 fois, 3 fois. Tout le monde s'est tourné vers la cour. Mon père, Richard Whitman, se tenait sous les guirlandes lumineuses avec une flûte à champagne dans une main et l'expression la plus calme que j'ai jamais vue. C'est ainsi que mon père avait l'air quand il était en colère. Pas le visage rouge, pas bruyant, immobile. À côté de lui se tenait l'avocat de notre famille, Graham Porter, tenant un dossier en cuir noir. Le groupe a cessé de jouer. Les invités se sont tus. Mon père a regardé directement Marc. Mesdames et messieurs, a-t-il dit, sa voix portant à travers la cour. Je vais demander à tout le monde de poser ses téléphones et d'écouter attentivement. Marc a pâli. Les yeux de mon père se sont déplacés vers Vanessa, puis vers moi, puis vers mon frère. Ce qui s'est passé dans cette suite nuptiale est honteux, a-t-il dit. Mais ce n'est pas la pire chose qui se soit passée ce soir. Un sentiment de froid m'a traversé. Marc a murmuré, Richard, ne le faites pas. Et c'est là que j'ai compris. Mon père savait quelque chose qu'aucun de nous ne savait. Mon père a marché vers le couloir sans se presser. Il avait construit Whitman Développement à partir d'un bureau loué et d'une camionnette d'occasion. Pour en faire l'une des plus grandes sociétés immobilières privées de Californie du Nord. Ce n'était pas un homme parfait. Il manquait des anniversaires. Il faisait plus confiance aux chiffres qu'aux sentiments. Mais il aimait ses enfants à la manière ancienne et terrifiante des hommes qui brûleraient une ville silencieusement et légalement si quelqu'un touchait à leur famille. Richard, a dit Marc en forçant un sourire. Je vous respecte, mais c'est entre mari et femme. Mon père s'est arrêté devant lui. Voler mon entreprise n'est pas entre mari et femme. Le silence qui a suivi m'a semblé physique. Ma mère a halté. J'ai fixé mon père. De quoi parlez-vous? Il m'a regardé alors. Et la dureté de son visage s'est fissurée juste assez pour que je voie le chagrin en dessous. Je suis désolé, Claire, a-t-il dit. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais j'avais besoin de preuves. Graham a ouvert le dossier noir. La première page qu'il a brandie était une photographie de Marc et Vanessa entrant au Fairmont à San Francisco 6 semaines plus tôt. La deuxième était une capture d'écran de message. La troisième était un virement bancaire. La quatrième était une copie d'une facture de fournisseur de Whitman Développement pour une entreprise dont je n'avais jamais entendu parler. Il y a 3 mois, a dit mon père. J'ai remarqué une irrégularité de paiement dans un compte de sous-traitant que Marc supervisait. Au début, j'ai pensé que c'était une comptabilité négligente. Puis je l'ai entendu au téléphone dans mon bureau après les heures de travail. Parlant à Vanessa de partir après le mariage. J'ai engagé un détective privé. Le visage de Marc s'est tordu. Vous m'avez fait suivre? Mon père l'a regardé comme s'il était une tache sur le sol. Oui. Vanessa a murmuré. C'est insensé. Non, a dit Graham. Ce qui est insensé, c'est d'envoyer des instructions de virement depuis la salle de bain d'une suite nuptiale pendant que 180 invités dînent à l'extérieur. Ethan s'est tourné lentement vers elle. Quoi? Vanessa a baissé les yeux. Mon père a fait un signe de tête à Graham, qui a lu dans le dossier. À 7h42 du soir, Madame Vanessa Whitman, anciennement Vanessa Reed, a envoyé à Monsieur Mark Holston une photo contenant les identifiants d'accès temporaire pour le compte d'investissement personnel de Monsieur Ethan Whitman.
Ethan a reculé en titubant. C'était sur mon ordinateur portable, a-t-il dit. Dans ma chambre d'hôtel. Vanessa a secoué la tête. Ethan, je peux expliquer. Tu as pris en photo mes mots de passe pendant notre mariage. Ses larmes ont recommencé. Mark a élevé la voix. C'est du harcèlement. Richard n'a jamais voulu de moi dans cette famille. Il attendait une raison. L'expression de mon père n'a pas changé. Je t'ai donné un poste de direction dans mon entreprise. Je t'ai fait entrer dans des pièces où tu n'avais pas le droit d'entrer. Je t'ai laissé gérer des comptes parce que ma fille t'aimait et que je voulais croire qu'elle avait bien choisi. Sa voix s'est abaissée. Et pendant 14 mois. Tu as utilisé des sociétés écrans pour détourner $620 000 de Whitman Développement. Quelqu'un dans le couloir a juré à voix basse. Mes genoux se sont sentis faibles. $620 000. Le nombre semblait impossible. Mark n'était pas un homme imprudent. C'est ce qui le rendait dangereux. Il avait toujours été lisse, contrôlé, chemise propre, voiture propre, sourire propre. Il se souvenait des noms. Il donnait de généreux pourboires aux serveurs quand les gens regardaient. Il achetait des fleurs après des disputes et les plaçait sur le comptoir de la cuisine comme des reçus. Prouvant qu'il était bon. J'avais passé 7 ans marié à un homme qui savait exactement comment avoir l'air innocent. C'est un mensonge, a dit Mark. Graham a glissé un autre papier du dossier. Ce n'est pas vrai. Les factures ont été acheminées par Holston Strategic Solutions Incorporated. Dans le Delaware par votre colocataire d'université. Les paiements ont ensuite été transférés vers un compte au Panama et une société à responsabilité limitée du Nevada. La foule était devenue complètement silencieuse. Ma mère a couvert sa bouche. Le visage de mon frère semblait sculpté dans la pierre. Puis mon père m'a regardé. Claire, a-t-il dit doucement, il y a plus. Je ne voulais pas plus. Je voulais que la nuit s'arrête. Je voulais avoir à nouveau 24 ans avant de rencontrer Mark lors d'une vente aux enchères de charité. Où il avait renversé du vin sur sa chemise et m'avait fait rire à m'en faire mal aux côtes. Je voulais retourner à notre premier appartement à Sacramento quand je croyais que lutter ensemble signifiait construire quelque chose de réel. Je voulais que l'univers me donne une porte qui ne s'ouvrait pas sur une autre trahison. Mais l'univers n'avait pas terminé. Mon père a pris un document plié des mains de Graham. Ta grand-mère t'a laissé un fonds en fiducie. Tu devais y avoir accès à l'âge de 33 ans. J'ai cligné des yeux. Quel fonds? Ma mère voulait que tu aies ton propre argent en dehors de l'entreprise familiale. Elle savait que tu étais créative. Elle voulait que tu aies de la liberté. Il a dégluti. Les documents ont été envoyés chez toi 2 fois. Tu n'as jamais répondu. J'ai regardé Mark. Son regard s'est dérobé. Non, ai-je murmuré. La voix de Graham était prudente maintenant, presque douce. Monsieur Holston a intercepté la correspondance. Il a ensuite utilisé une fausse signature pour demander une distribution préliminaire. $180 000 ont été déplacés avant que le fiduciaire ne signale le compte. Je pouvais entendre le sang battre dans mes oreilles. Mon mari avait volé de l'argent à l'entreprise de mon père. Il avait aidé la mariée de mon frère à voler l'accès au compte de mon frère la nuit de ses noces. Et il avait volé l'héritage d'une grand-mère qui avait l'habitude de cacher des bonbons à la menthe dans les poches de son manteau pour moi. Claire, a dit Mark en s'approchant. Ton père essaie de te contrôler. Il l'a toujours fait. Ethan s'est placé devant moi. Fais encore un pas vers ma sœur et je jure devant Dieu. La sécurité est apparue. Puis 2 hommes en costume noir qui avaient fait semblant de faire partie du personnel du lieu. Mark a jeté un coup d'œil vers le parking. Mon père l'a remarqué, ai-je dit. Tu n'atteindras pas la voiture, a-t-il dit. La tête de Vanessa s'est redressée. La voiture? Mon père s'est tourné vers la foule. Pour tous ceux qui se demandent pourquoi cela se passe publiquement. Je m'excuse. Mais il y a des circonstances qui exigeaient que les forces de l'ordre agissent ce soir. Les portes de la course sont ouvertes. 2 adjoints du shérif du comté de Napa sont entrés.
puis 2 autres hommes en costume civil. La confiance de Mark a finalement craqué. C'est ridicule, a-t-il dit, mais sa voix était faible. L'un des adjoints s'est approché. Mark David Olston, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de fraude, de falsification, d'usurpation d'identité et de détournement de fonds. Le son que Vanessa a fait n'était pas un sanglot. C'était plutôt comme l'air quittant un ballon. Mark. Il l'a regardé avec une pure colère, pas de l'amour. Ferme-la. Cette seule phrase a dit à Ethan tout ce qu'il avait encore besoin de savoir. L'adjoint a retourné Mark et l'a menotté. Il s'est débattu juste assez pour avoir l'air pathétique, pas assez pour se blesser. Claire, a-t-il crié. Dis-leur que c'est une affaire de famille. Dis-leur que je suis ton mari. J'ai regardé l'homme que j'avais choisi, défendu, excusé. Aimé et autour duquel je m'étais réorganisé. Tu étais mon mari, ai-je dit. Les mots étaient petits, mais ils l'ont coupé. Ils l'ont laissé passer sous l'arche de mariage, passer la tour de champagne. Passer la table où les petits cartons disaient encore « Mark et Claire Olston ». Parce que Vanessa avait insisté pour que les couples s'assoient ensemble. Les invités se sont écartés comme s'ils portaient une maladie. Vanessa a essayé de se lever, mais ses genoux ont lâché. Sa demoiselle d'honneur a tendu la main vers elle. Ethan a secoué la tête. Ne le fais pas, a-t-il dit. Laisse-la s'asseoir avec ce qu'elle a fait. Mon père a posé une main sur mon épaule et une sur celle d'Ethan. Personne ne blesse mes enfants et ne sort avec une valise, a-t-il dit. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué la valise. Un agent de sécurité l'a fait rouler depuis une entrée latérale. Puis 2 autres valises noires à coque dure avec des étiquettes de compagnie aérienne. Graham a repris la parole. Monsieur Olston et Madame Whitman avaient des vols réservés pour Lisbonne ce soir soudé. Réservation séparée. Une voiture était programmée pour les emmener du lieu à l'aéroport international de San Francisco à 10h15 du soir. Ethan a fixé Vanessa. Notre vol de lune de miel était lundi, a-t-il dit. Les lèvres de Vanessa ont tremblé. J'ai paniqué. Tu as fait une valise avant notre première danse. Elle n'avait pas de réponse. Le visage de mon frère a changé alors. Il a cessé d'avoir l'air d'avoir le cœur brisé et a commencé à ressembler à quelqu'un qui regarde. Un étranger portait la peau de la personne qu'il aimait. Mark était à mi-chemin de la sortie de la cour quand Graham a dit « Richard ?» Il y a encore une affaire. La main de mon père s'est resserrée sur mon épaule. Non, a murmuré ma mère. Je l'ai regardée. Elle savait, elle aussi. Papa, ai-je dit. Graham a retiré un dernier document du dossier. Il y avait un logo bleu en haut. Une compagnie d'assurance, mon nom en dessous. Mon père s'est tourné vers moi avec un visage qui avait perdu toutes ses couleurs. Claire, a-t-il dit. Hier, Mark a souscrit une police d'assurance vie sur toi. Le monde s'est rétréci. J'ai entendu Ethan dire, quoi? J'ai entendu Vanessa murmurer, non. J'ai entendu l'adjoint cesser de marcher. Graham a continué, chaque mot atterrissant comme une pierre tombée dans l'eau. La police valait 2,5 millions de dollars. Le bénéficiaire n'était pas Mark personnellement. C'était une société de conseil liée à lui. La police comportait une clause d'accélération attachée à un avenant d'accident de voyage. Ma bouche est devenue sèche. Un accident de voyage? Graham a hoché la tête. Selon son calendrier. Mark avait réservé un voyage d'anniversaire privé pour vous le week-end prochain. Un petit avion de Napa au lac Tahoe. Je me suis souvenu qu'il en avait parlé 2 jours plus tôt en se brossant les dents. Tu mérites une pause, Claire. Juste nous. Pas de famille, pas de stress. À l'époque, je m'étais senti coupable parce que je n'étais pas excité. Maintenant, ma peau est devenue froide. Ethan s'est jeté sur Mark si vite que 2 agents de sécurité l'ont à peine rattrapé. Tu allais tuer ma sœur. Mark a crié en retour, ce n'est pas ce que c'était. Mon père s'est interposé entre eux, sa voix comme de la glace. Puis il a expliqué les emails au courtier demandant si la police paierait si l'assuré mourait. Avant 33 ans.
Mon 33e anniversaire était dans 12 jours. La cour est devenue floue. Pendant 7 ans, je m'étais inquiété que mon mari cesse de m'aimer. Je n'avais jamais pensé m'inquiéter qu'il puisse profiter de ma mort. Vanessa s'est levée soudainement, tremblante. Je ne savais pas pour ça, a-t-elle dit. Je jure que je ne savais pas pour l'assurance. Ethan a ri une fois, vif et mort. Mais tu savais pour mon compte. Elle a regardé le sol. Tu savais pour le départ ce soir, a-t-il dit. Tu savais pour le vol. Tu savais que ma sœur allait être humiliée devant tout le monde. Vanessa a essuyé son visage avec la paume de sa main, étalant du mascara sur sa joue. Marc m'a dit que votre famille me ruinerait. Il a dit que si je reculais, il dirait à tout le monde que je t'avais piégé pour l'argent. Il a dit qu'il avait tout sous contrôle. Et tu l'as cru parce que cela t'avantageait. Elle a regardé Ethan alors, et peut-être pour la première fois de la journée. Elle semblait être une vraie personne au lieu d'une mariée dans un beau costume. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Les yeux d'Ethan se sont remplis, mais il n'a pas laissé couler les larmes. Tu n'as pas le droit d'utiliser ce mot ce soir. Les adjoints ont emmené Marc cette fois. Il n'a pas appelé mon nom. Il a appelé celui de mon père. Vous croyez avoir gagné, a crié Marc. Vous croyez que ça se termine ici? Je sais des choses sur votre entreprise. Richard. Je sais des choses sur votre famille. Mon père l'a regardé. Oui, a-t-il dit. Et maintenant le procureur aussi. Ils ont conduit Marc à travers les portes. La musique n'a jamais recommencé. Le mariage s'est terminé de la façon dont les grands mensonges se terminent souvent dans les familles riches. Non pas avec des cris, mais avec du silence, des chuchotements. Et le terrible grincement des chaises repoussées par des gens désespérés de partir avant de faire partie de l'histoire. Ma mère a demandé aux invités de rentrer chez eux. Mon père les a remerciés d'être venus. Ce qui était absurde et d'une certaine manière tout à fait comme lui. Vanessa était assise seule sur une chaise de réception dorée, toujours dans sa robe de mariée. Son bouquet écrasé sous la chaussure de quelqu'un. Ethan a enlevé son alliance et l'a placée sur la table d'honneur. Il ne l'a pas jetée, il l'a placée. Ça a fait plus mal. Je ne pouvais pas encore pleurer. Mon corps avait décidé que la survie était plus importante. Megan m'a trouvé près du couloir et a enroulé un châle autour de mes épaules. Viens avec moi, a-t-elle murmuré. Mais j'ai regardé vers mon frère. Il fixait le gâteau. Un chef-d'œuvre à 5 étages en crème au beurre aux amandes que Vanessa avait passé 3 semaines à discuter. La décoration sur le dessus montrait encore 2 lettres dorées. E et V. Je me suis approché et je me suis tenu à côté de lui. Je suis désolé, ai-je dit. Il a secoué la tête. Ne le sois pas. J'ai fait entrer Marc dans la famille. J'ai fait entrer Vanessa. Nous sommes restés là, 2 frères et sœurs ruinés sous l'équivalent de $40 000 de fleurs. Puis Ethan a dit, le savais-tu? Je me suis tourné vers lui. Non, moi non plus. C'est à ce moment-là que j'ai finalement pleuré. Pas parce que Marc m'avait trompé. Pas même parce qu'il m'avait volé. J'ai pleuré parce que mon frère et moi, qui avions grandi en nous cachant sous la même table de cuisine pendant les pires disputes de nos parents, avions tous deux construit des foyers avec des personnes qui nous avaient étudiés, avaient copié le langage de l'amour et l'avaient utilisé comme une clé. Nous n'avions pas été stupides. Nous avions été ciblés. Cette distinction m'a sauvé plus tard. Mais pas cette nuit-là. Cette nuit-là, mon père m'a ramené à la maison lui-même. Pas à la maison que je partageais avec Marc, mais à ma chambre d'enfance à Pacific Heights, où les étagères contenaient encore de vieux magazines de design et une photo encadrée d'Ethan me portant sur son dos à Disneyland quand il avait 10 ans et j'en avais 13 parce que je m'étais tordu la cheville et que j'avais refusé de manquer les feux d'artifice. Ma mère m'a aidé à retirer ma robe. Une mère ne devrait pas avoir à dézipper sa fille de la tenue qu'elle portait pour assister à la mort de son mariage. Je me suis assise au bord du lit pendant qu'elle retirait les épingles de mes cheveux une par une. J'aurais dû le voir, ai-je dit. Elle s'est agenouillée devant moi. Non, il n'aurait pas dû le faire. Je voulais la croire. À 2:17 du matin,
Ethan a frappé à ma porte. Il avait troqué son smoking contre un pantalon de survêtement et un vieux sweat à capuche de Stanford. Il avait de nouveau l'air d'avoir 16 ans. « Est-ce que je peux dormir sur le sol ?» a-t-il demandé. Je me suis décalé. Il s'est assis sur le tapis à côté de mon lit. Comme il le faisait quand le tonnerre m'effrayait et qu'il prétendait qu'il n'était là que parce que ma chambre avait de meilleures collations. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il a dit. Je déteste qu'une partie de moi veuille encore savoir si quelque chose de tout ça était réel. Je me suis tourné vers le plafond. Moi aussi. Penses-tu qu'ils ont ri de nous? J'ai fermé les yeux. Je pense qu'ils comptaient sur le fait que nous soyons gentils. Cette phrase est restée entre nous jusqu'au matin. La première semaine après le mariage, l'histoire a fuité de toute façon. Bien sûr que oui. Quelqu'un avait enregistré le discours de mon père avant qu'il ne leur demande d'arrêter. Quelqu'un d'autre a filmé Marc en train d'être arrêté à côté de la tour de Champagne. Le lundi, un extrait flou circulait sur les comptes de potins locaux avec des légendes comme mariage de l'enfer à Napa et marié surprise avec le beau-frère du marié. Internet a fait ce qu'Internet fait. Il a transformé notre pire nuit en contenu. Les gens se sont disputés pour savoir si j'aurais dû les dénoncer plus tôt. Si Ethan aurait dû frapper Marc, si Vanessa était une victime ou une croqueuse de diamants. Si les gens riches méritaient de la vie privée. Si mon père était un héros ou un maniaque du contrôle. J'en ai regardé 3 minutes et j'ai vomi. Puis j'ai supprimé chaque application de mon téléphone. Marc a essayé d'appeler depuis la prison. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé des messages par l'intermédiaire de son avocat. Je ne les ai pas lus. Les parents de Vanessa sont venus chez nous le jeudi. Sa mère a pleuré dans le salon de ma mère et a dit que Vanessa s'était perdue. Ma mère, qui avait organisé la fête prénuptiale de Vanessa et lui avait donné des boucles d'oreilles en perles de notre collection familiale, a écouté sans cligner des yeux. Puis elle a dit, « Votre fille ne s'est pas perdue. Elle s'est montrée. » Ils sont partis après 9 minutes. Ethan a demandé l'annulation du mariage. J'ai demandé le divorce. L'entreprise de mon père a lancé un audit jury comptable complet. Chaque jour apportait quelque chose de nouveau. Une société écran, une signature falsifiée, un email supprimé récupéré, un reçu d'hôtel. Un message de Marc à Vanessa disant, « Après Napa, nous serons libres ». Un message de Vanessa à Marc disant, « Je peux obtenir l'accès d'Ethan pendant la réception. Il me fait confiance pour tout. » Celui-là a fait le plus de mal à mon frère. Il l'a imprimé et l'a fixé pendant près d'1 heure. Il m'a fait confiance. Elle l'avait écrit. C'était l'arme. Pas la beauté, pas le sexe, pas l'argent, la confiance. La 2e semaine. Le procureur a ajouté des chefs d'accusation après que les enquêteurs ont trouvé de la correspondance concernant la police d'assurance vie. La défense de Marc a prétendu qu'il s'agissait de planification financière. Les avocats de mon père l'ont appelé préméditation. J'ai essayé de ne pas penser au petit avion vers Tao, à la météo de montagne. Au gros titre facile. Un couple meurt dans un tragique accident quelques jours avant l'anniversaire de la femme. Parfois, au milieu de l'après-midi, je l'imaginais debout à mes funérailles, acceptant les condoléances avec des yeux rouges et des mains propres. Cette image m'a fait quelque chose. Elle a transformé mon chagrin en colère. Pas une colère bruyante, une colère utile. J'ai commencé à me présenter aux réunions, aux déclarations, aux dates d'audience, à ma propre vie. La première fois que j'ai revu Marc, c'était lors d'une audience préliminaire 6 semaines après le mariage. Il portait un costume bleu marine et pas d'alliance. Je portais du noir. Il avait l'air plus mince, mais pas brisé. Les hommes comme Marc ne croient jamais que les conséquences sont réelles jusqu'à ce qu'il n'ait plus de portes de sortie. Quand nos yeux se sont croisés à travers la salle d'audience, il m'a fait le plus petit des sourires. L'ancien sourire. Celui qui me faisait fondre après chaque dispute. Celui qui disait, « Nous savons tous les deux que tu me pardonneras. » Je lui ai souri en retour. Puis je me suis tourné vers le procureur et j'ai dit, « Je suis prête. » Le sourire de Marc a disparu. L'audience était censée être procédurale.
Elle est devenue le début de son effondrement parce que Vanessa avait conclu un accord. Personne ne nous l'a dit jusqu'à ce qu'elle entre. Elle ne ressemblait en rien à la mariée de Napa. Pas d'extension, pas de bronzage artificiel, pas de diamant, juste un blazer gris. Une peau pâle et des yeux qui refusaient de croiser ceux d'Ethan. Je l'ai senti se raidir à côté de moi. « Que fait-elle ici » a-t-il murmuré. Graham s'est penché près de nous. Elle coopère. Vanessa a pris la barre et a dit au tribunal que Mark l'avait approchée 9 mois avant le mariage. Elle a dit que leur liaison avait commencé quand Ethan l'avait amenée à une fête de fin d'année de l'entreprise. Elle a dit que Mark lui avait dit que j'étais froide, contrôlante et que je prévoyais de le quitter. Il lui a dit qu'Ethan était faible, que les Whitman thésaurisaient l'argent. Qu'elle méritait plus qu'une vie tranquille avec un homme qui ferait toujours passer sa famille en premier. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Mark m'a dit que le fonds en fiducie de Claire était la première étape, a-t-elle dit. Il a dit qu'une fois qu'il aurait déplacé assez d'argent comptant, nous pourrions recommencer à zéro. Il a dit que les comptes d'Ethan nous feraient gagner du temps. Le procureur a demandé. A-t-il jamais discuté de la police d'assurance vie de Madame Holston avec vous? Vanessa a dégluti. Pas directement. Indirectement. Elle a commencé à pleurer. Il a dit que Claire devenait un problème. Il a dit que si elle le découvrait avant son anniversaire, tout s'effondrerait. Il a dit, parfois. Les gens ont de la chance quand une tragédie semble naturelle. La salle d'audience est devenue silencieuse. Ma mère m'a attrapé la main si fort que ça a fait mal. Mark a bondi. Elle ment. Son avocat l'a tiré vers le bas. Vanessa m'a finalement regardé. Je ne savais pas s'il était sérieux, a-t-elle dit. Je me suis dit qu'il était juste en colère. Je me suis dit beaucoup de choses parce que je voulais l'argent et je voulais qu'il me choisisse. Je ne lui ai pas pardonné, mais j'ai cru cette partie. L'audience s'est terminée avec le refus de la libération sous caution de Mark. Alors que les adjoints le faisaient sortir, il s'est tourné vers moi. « Tu penses que ta famille t'a sauvé ?» a-t-il sifflé. « Demande à ton père ce qu'il a enterré pour construire cette entreprise. » Mon père n'a pas bronché, mais j'ai vu la mâchoire de Graham se contracter. Pour la première fois, la peur a changé de direction. Pas la peur de Mark, la peur de ce qu'il pourrait d'autre traîner dans la lumière. Cette nuit-là, j'ai trouvé mon père seul dans son bureau. Entouré de vieux dossiers et d'un café intouché. Y a-t-il quelque chose que je doive savoir, ai-je demandé. Il avait l'air plus vieux qu'au mariage. Il y a des choses que Mark a mal comprises. Ce n'est pas une réponse. Mon père s'est penché en arrière. Quand j'ai créé l'entreprise, j'ai passé des accords avec des personnes à qui je n'aurais pas dû faire confiance. Rien d'illégal à ma connaissance. Mais oui. Mark a trouvé d'anciennes correspondances et a pensé qu'il pourrait l'utiliser comme moyen de pression. Le pouvait-il? Mon père m'a regardé pendant un long moment. Puis il a ouvert un tiroir et a sorti une enveloppe scellée. J'allais te donner ça après ton anniversaire. À l'intérieur se trouvaient des documents transférant une partie du fonds en fiducie de ma grand-mère sous mon contrôle direct. Plus des actions dans un fonds de propriété de design dont j'ignorais l'existence. Je ne voulais pas que tu sois piégé, a-t-il dit. Pas par Mark. Pas par moi, pas par le nom Whitman. J'ai fixé les papiers. Toute ma vie. J'avais pensé que mon père respectait davantage Ethan parce qu'Ethan travaillait dans la finance et que je concevais des intérieurs. Ethan comprenait les acquisitions, le zonage, les structures d'investissement. Je comprenais la lumière, l'espace, la couleur. Comment une pièce pouvait faire en sorte qu'une personne se sente en sécurité? Mark avait utilisé cette insécurité contre moi pendant des années. Ta famille traite ton travail comme un passe-temps. Tu as de la chance que je te prenne au sérieux. Sans moi, tu serais encore la fille décorative de Richard Whitman. J'ai regardé mon père. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je pensais que te protéger signifiait contrôler le moment. J'ai ri une fois sans humour. C'est encore du contrôle. Il a hoché la tête. Oui. C'était la première fois que j'entendais mon père admettre quelque chose sans s'en défendre.
Je suis désolé, a-t-il dit. Ces deux mots de Richard Whitman ont semblé presque aussi choquants que l'arrestation. J'ai pris l'enveloppe. Je ne veux plus être protégé comme une enfant. Tu ne le seras plus. C'est la nuit où un autre rebondissement a commencé, bien que je ne l'ai pas encore compris. Parce qu'enfouie dans les documents de fiducie de ma grand-mère se trouvait une clause que Marc avait manqué. Si quelqu'un tentait d'accéder, de réorienter ou de bénéficier de la fiducie par le biais d'une fraude, le fiduciaire avait l'autorité de remettre toutes les preuves connexes aux forces de l'ordre et aux tribunaux civils. Y compris les communications, y compris la surveillance, y compris les partenaires financiers. Y compris tous ceux qui avaient aidé. Marc avait pensé qu'il volait une cible facile. Il avait déclenché un piège tendu par une femme morte qui faisait plus confiance aux avocats qu'aux Marie. Ma grand-mère avait été plus douce qu'une tarte aux pêches et plus tranchante que du verre brisé. Le procès civil a commencé 3 mois plus tard. À ce moment-là, le scandale du mariage s'était estompé en ligne, remplacé par de nouveaux désastres. De nouvelles humiliations, de nouveaux étrangers à juger. Mais au tribunal, rien ne s'était estompé. Les comptes de Marc étaient gelés. Ses sociétés écrans étaient exposées. Les faux fournisseurs ont conduit à 2 autres cadres qu'il avait discrètement aidés à approuver. Les factures. L'un a démissionné, l'autre a été inculpé. Un courtier a perdu sa licence pour avoir fait passer la police d'assurance sans vérification appropriée. Le pilote privé que Marc avait contacté a admis que Marc avait posé des questions étranges sur la responsabilité liée à la météo et si les réclamations d'assurance des passagers étaient compliquées. Après les accidents de petits avions. Chaque détail me donnait la nausée. Chaque détail me rendait aussi plus libre. Lors de notre médiation de divorce, Marc a tenté une dernière performance. Il est apparu sur un écran vidéo depuis la prison du comté, portant une combinaison orange et l'expression d'un mari incompris. « Claire, a-t-il dit, je sais que je t'ai blessé. Mais ton père a tout empoisonné. Nous étions malheureux. Tu sais que nous l'étions. » Je me suis penché vers le microphone. « Nous étions malheureux parce que tu me volais. » Son visage s'est tendu. Tu n'étais jamais là émotionnellement. Tu planifiais mes funérailles. Son avocat a chuchoté quelque chose hors caméra. Marc a changé de tactique. Je t'aimais. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai dit. L'amour ne falsifie pas les signatures. L'amour ne couche pas avec la mariée de mon frère. L'amour n'achète pas une police d'assurance et ne fait pas du lèche-vitrine pour une tragédie. Il a détourné le regard en premier. Le médiateur s'est raclé la gorge. Le divorce a été finalisé 19 minutes plus tard. Je suis sorti du bâtiment dans une lumière du soleil si brillante qu'elle m'a fait pleurer les yeux. Ethan attendait sur les marches avec 2 cafés. Célibataire, a-t-il demandé. J'en ai pris un. Légalement vivante et financièrement non assassinée. Il a souri pour la première fois depuis des semaines. C'est une marque forte. Nous nous sommes assis sur les marches du palais de justice comme des adolescents séchant les cours. Je l'ai regardé. Comment vas-tu vraiment? Il a regardé la circulation se déplacer le long de la rue. La version d'elle que j'ai inventée me manque. C'était la chose la plus honnête qu'aucun de nous n'ait dite. La version de lui que je défendais me manque, ai-je dit. Ethan a hoché la tête. Crois-tu que nous ferons un jour à nouveau confiance à quelqu'un? J'ai pris une gorgée de café. Peut-être, mais la prochaine fois, vérification des antécédents avant la dégustation des gâteaux. Il a ri. C'était petit. Ça comptait. 1 an après le mariage qui n'est jamais devenu un mariage. Marc a plaidé coupable à de multiples chefs d'accusation de fraude, de falsification et de conspiration. La tentative de stratagème d'assurance a été plus difficile à poursuivre comme tentative de meurtre. Mais les preuves ont aidé à renforcer les accusations financières et ont détruit toute sympathie qu'il espérait obtenir. Il a été condamné à la prison. Pas pour toujours, pas aussi longtemps que mes cauchemars le voulaient, mais assez longtemps. Vanessa a plaidé coupable à des accusations moindres et a témoigné contre lui. L'annulation d'Ethan a été accordée pour motif de fraude.
Elle a quitté la Californie après la condamnation. Quelqu'un a dit qu'elle vivait avec une tante en Arizona. Quelqu'un d'autre a dit qu'elle essayait de devenir agent immobilier. Je m'en fichais. Ethan ne lui a plus jamais parlé. Whitman Développement a changé après cela. Mon père a installé des audits plus stricts, des responsables de la conformité externe. Et une règle imprimée dans chaque salle de conférence. La confiance n'est pas un système de contrôle. Les employés en plaisantaient jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils ne plaisantaient pas. J'ai changé, aussi. J'ai rouvert mon studio de design sous mon nom de jeune fille, Claire Whitman Interior. Et pour la première fois, j'ai cessé de m'excuser de facturer ce que valait mon travail. La fiducie de ma grand-mère m'a donné de la stabilité, mais la colère m'a donné du courage. J'ai embauché 3 personnes. J'ai renvoyé 2 clients qui traitaient mon temps comme de la décoration. J'ai refusé un projet lié à l'un des anciens amis de Marc et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait. Depuis des années. La guérison n'était pas cinématographique. Il n'y a pas eu de matin parfait où je me suis réveillé en ne m'en souciant plus. Guérir, c'était m'asseoir en thérapie chaque mardi et dire des choses embarrassantes à voix haute. C'était dormir avec les lumières allumées. C'était sursauter quand des numéros inconnus appelaient. C'était trouver le vieux sweatshirt de Marc au fond d'un placard et pleurer pendant 11 minutes. Avant de le jeter dans un sac poubelle. C'était réaliser qu'il ne me manquait pas autant que la femme que j'avais été avant de savoir ce qu'il était. Mon thérapeute, le docteur Avery, a dit quelque chose que j'ai écrit et scotché à l'intérieur du tiroir de mon bureau. Ne confondez pas le fait d'être trompé avec le fait d'être défectueuse. J'ai lu cette phrase tous les matins pendant 6 mois. Pour le 2e anniversaire du mariage de Napa, Ethan m'a appelé. Je veux y retourner, a-t-il dit. J'ai failli raccrocher. Au domaine de Blackwood? Non, mon Dieu, non. Je préférerais manger du verre. Alors où? Napa? Juste Napa. Quelque part de petit. Maman et papa. Aussi. Je ne veux pas que cet endroit possède toute la vallée dans ma tête. J'ai compris exactement ce qu'il voulait dire. Le traumatisme est cupide. Il essaie de s'approprier des villes entières, des chansons, des odeurs, des saisons. Une nuit terrible peut faire en sorte que des guirlandes lumineuses semblent menaçantes. Et que le champagne ait le goût de la honte. Alors, nous y sommes retournés, pas au domaine. Nous avons loué une petite maison à l'extérieur de Saint-Helena avec un porche. Une vue sur les collines, et une cuisine trop minuscule pour les opinions de ma mère. Ma mère a fait des crêpes le premier matin parce qu'elle a dit que le chagrin avait besoin de glucides. Mon père a apporté des quiches de boulangerie. Même si ma mère l'a accusé de saper le petit déjeuner. Ethan a porté un pantalon de survêtement et a brûlé du bacon. J'ai mis des fleurs sur la table parce que les belles choses étaient encore autorisées pendant 2 jours. Nous n'avons rien fait de dramatique. Nous avons marché à travers un marché fermier. Nous avons mal joué aux cartes. Nous avons bu du café sur le porche pendant que le brouillard se déplaçait sur les vignes. Mon père a posé des questions sur mes clients et a réellement écouté. Ethan a raconté une histoire sur un rendez-vous qu'il avait eu avec une femme qui a passé 20 minutes. A lui expliquer la crypto-monnaie tout en prononçant mal le mot entièrement. Vas-tu la revoir, ai-je demandé. Non, a-t-il dit. Mais j'ai respecté la confiance. Nous avons ri. De vrai rire. Le genre qui vous surprend par la normalité de son son. La dernière nuit, nous avons fait un feu dans le foyer extérieur. L'air sentait la fumée de chêne et la poussière de la fin de l'été. Ma mère s'est enveloppée dans une couverture. Mon père a versé du café dans 4 tasses parce qu'aucun de nous ne voulait de vin. Il a levé sa tasse. À mes enfants, a-t-il dit. Non pas parce que personne ne les a brisés. Parce que personne n'a pu garder les morceaux. Ma gorge s'est serrée. Ethan a tapé sa tasse contre la mienne. Au contrat de mariage, au mot de passe. Et à ne jamais faire confiance à quelqu'un qui veut trop désespérément un mariage à destination. Ma mère a dit, Ethan, c'est ça, l'évolution? Nous avons encore ri. Plus tard, j'ai marché seul sur le chemin de gravier derrière la maison.
Il y avait un étroit bassin d'irrigation à la limite de la propriété. Immobile et sombre sous la lune. Dans la poche de mon manteau se trouvait mon alliance. Je l'avais portée pendant des mois, pas parce que j'aimais Marc, mais parce qu'une partie de moi croyait que la jeter signifiait admettre que le mariage n'avait jamais été ce que je pensais qu'il était. Mais ce n'était pas vrai. Mon amour avait été réel. Ces mensonges n'ont pas effacé mon honnêteté. Ils n'ont fait qu'exposer la sienne. J'ai tenu la bague dans ma paume. Elle avait l'air petite, ordinaire, presque inoffensive. Pendant 7 ans, ce cercle avait signifié l'engagement. Puis il a signifié l'humiliation, puis une preuve, puis le chagrin. Maintenant, ce n'était plus que du métal. J'ai murmuré, tu n'auras pas plus de moi. Puis je l'ai jeté dans le bassin. Il n'y a pas eu de musique, pas de plouf parfait, pas de fin de film. Juste un tout petit son dans le noir, et mon propre souffle devenant plus facile. Quand je me suis retourné, Ethan se tenait à quelques mètres derrière moi. Je n'espionnais pas, a-t-il dit. Je supervisais émotionnellement. J'ai essuyé mon visage. Tu es agaçant d'être en vie, quand même. Oui, ai-je dit. Nous le sommes. Il a marché à côté de moi vers la maison. Penses-tu que papa savait que nous irions bien, a-t-il demandé. J'ai regardé par la fenêtre mes parents dans la cuisine. Ma mère grondant mon père pour avoir utilisé la mauvaise serviette. Mon père faisant semblant de ne pas apprécier ça. Non, ai-je dit. Je pense qu'il avait peur, lui aussi. Ethan a hoché la tête. Ça aide. Le lendemain matin, avant notre départ, mon père m'a tendu une petite boîte en velours. Je me suis figé. Absolument pas, ai-je dit. Il a levé une main. Pas une bague. À l'intérieur se trouvait le vieux bracelet en or de ma grand-mère, fin, élégant. Avec un petit fermoir gravé. Elle voulait que tu l'aies, a-t-il dit. J'ai attendu trop longtemps pour te donner beaucoup de choses. J'essaie de ne plus faire ça. J'ai touché le bracelet. À l'intérieur, presque trop petit pour être lu, étaient gravés 3 mots. Tiens-toi droite. J'ai ri à travers mes larmes. Ça lui ressemble bien. Elle me le disait à chaque fois que je m'apitoyais sur mon sort, a dit mon père. Je l'ai laissé l'attacher autour de mon poignet. Il n'a pas ressemblé à une chaîne. Il a ressemblé à un héritage qui n'avait rien à voir avec l'argent. Sur le chemin du retour, j'ai regardé Napa disparaître derrière nous. Pour la première fois, les vignobles ne ressemblaient pas à l'endroit où ma vie s'était terminée. Ils ressemblaient à des collines, des rangées, de la lumière du soleil. Une terre qui avait existé avant mon humiliation et qui existerait après ma guérison. C'était ça la chose quand on survit à une trahison publique. Au début, on pense que la honte nous appartient parce que tout le monde a vu notre douleur. Mais la honte appartient aux personnes qui l'ont causée. Pas à la personne debout dans l'embrasure de la porte qui dit la vérité. Marc a perdu sa liberté, son argent, sa réputation, et le masque qu'il portait si bien. Vanessa a perdu le nom de famille qu'elle a essayé d'utiliser comme une échelle. Ma famille a perdu un mariage, 2 mariages. Et le confort de croire que l'on pouvait faire confiance à l'amour sans preuve. Mais nous avons gagné la vérité, et la vérité, même quand elle arrive habillée en désastre. Nettoie la pièce. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je conçois toujours des maisons pour des personnes qui veulent de la beauté sans prétendre que leur vies sont parfaites. Ethan fréquente quelqu'un de gentil et qui avance lentement. Une infirmière en pédiatrie qui a rencontré mon père et lui a demandé. Êtes-vous toujours aussi intense, ce qui a fait d'elle une favorite instantanée de la famille. Ma mère pleure toujours au mariage, bien que maintenant elle s'assoie près des sorties. Mon père vérifie toujours chaque document 2 fois. Mais il demande avant d'intervenir dans mes batailles. Quant à moi, je ne sais pas si je me remarierai un jour. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je sais ceci. Je ne confonds plus le secret avec la romance, le contrôle avec la protection. Ou le charme avec le caractère. Quand les gens demandent si je crois toujours en l'amour après ce qui s'est passé, je dis oui. Mais pas le genre qui se cache dans les suites nuptiales. Pas le genre qui vole des mots de passe pendant les réceptions de mariage.
Pas le genre qui sourit pour les photos de famille tout en planifiant une voie d'évasion. Je crois en l'amour qui se tient dans un couloir à côté de vous quand votre monde s'effondre. Je crois en l'amour qui dit la vérité même quand la vérité est laide. Je crois en l'amour qui met une main sur votre épaule et dit « Personne ne blesse mes enfants » et qui sort avec une valise. Je crois en l'amour qui s'assoit sur le sol de votre chambre à 2:17 du matin parce que vous êtes tous les deux trop brisés pour dormir seuls. Je crois en l'amour qui retourne à Napa, non pas pour se souvenir de la trahison, mais pour réclamer la vue. Cette nuit-là au domaine de Blackwood, quand mon père a tapé sur un verre et a arrêté la musique. Il n'a pas seulement démasqué mon mari et la mariée de mon frère. Il nous a rappelé qui nous étions quand la représentation a pris fin. Une vraie famille n'est pas celle qui évite les scandales. C'est celle qui se lève quand quelqu'un essaie de détruire les siens. Mon nom est Claire Whitman. J'ai survécu au pire toast de mariage de ma vie. Et quand la musique s'est tue, j'ai enfin entendu la vérité. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et éducative.